Nous voilà rendus dans la troisième séquence de ce chapitre consacré au maillage de polyèdres convexes et nous allons rentrer dans le vif du sujet puisque dans les deux premières séquences nous nous sommes intéressés d'une part à l'analyse d'un système de contraintes pour en vérifier la compatibilité puis à la définition de la nature géométrique du domaine expérimental qui résulte de l'application de ces contraintes. Donc dès lors qu'on est en présence d'un polyèdre convexe, eh bien, il faut se demander comment le mailler, et McLean et Anderson ont proposé une approche empirique dont la première partie va faire l'objet de cette troisième séquence. Alors en 1958 et en 1963, Henri Scheffé nous avait proposé des méthodes de maillage pour explorer des domaines expérimentaux qui étaient des simplexes, c'est-à-dire des domaines présentant un nombre de sommets égal au nombre de constituants. En présence de trois constituants, nous avions affaire à des triangles équilatéraux qu'il était possible de mailler avec des approches de type simplex lattice ou simplex centroïde. En 1966, McLean et Anderson, c'est-à-dire dans la juste suite des deux premières publications méthodologiques, McLean et Anderson ont proposé une méthode de maillage d'un domaine expérimental qui, ce coup-ci, n'est pas un simplex, mais est un polyèdre convexe. Et le maillage d'un polyèdre convexe doit être d'une part économique et d'autre part doit permettre de donner lieu à une modélisation si tant est que l'on ait assez d'expérience et que l'on pense que le polynôme d'interpolation entre les mélanges puisse permettre, à partir de son étude, de trouver l'optimum. Et donc, McLean et Anderson ont proposé, dans la publication que vous voyez apparaître en bas, un maillage dit empirique. Ce maillage va devoir prendre en compte la géométrie du domaine expérimental et va faire appel à une technique spécifique. Alors, à une époque, je rappelle que nous sommes en 1966, à une époque où les ordinateurs étaient loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, il fallait que cette approche puisse être mise en œuvre sur un cahier d'expérience, dans une salle de travaux pratiques ou dans un laboratoire d'essai et d'analyse. Et il fallait ensuite que les résultats expérimentaux puissent donner lieu à une modélisation. C'est pour ça que j'ai mis en exergue le fait qu'on insiste sur le pragmatisme de l'approche et la modélisation quadratique, c'est-à-dire que le maillage a été défini de telle sorte qu'a posteriori, si on en a besoin, on puisse faire un modèle de degré 2 mis sous forme canonique. Cette méthode, contrairement à ce que l'on peut en penser, bien qu'elle soit empirique, est une méthode assez efficace, voire très efficace, pour mailler des domaines à la main jusqu'à un nombre de constituants, alors pas trop élevé, entre 2 et 5 constituants, parfois 6, on peut obtenir des maillages qui des fois ont une qualité bien supérieure à des solutions proposées par des logiciels dédiés. Donc c'est ce que l'on va voir et à la suite de cet exposé, vous devez être en mesure de proposer un maillage pour des domaines définis à partir de 3, 4, 5, parfois 6 constituants, ces constituants ayant des contraintes inférieures et supérieures, et la géométrie étant, comme on le voit à l'écran, ici un polyèdre convexe. Vous avez à l'écran un polyèdre convexe, on est parti d'un tétraèdre, on l'a tronqué sur 3 de ses sommets, et il nous reste donc 3 et 3, 6 et 3, 9 et un 10 sommets. Il va donc falloir découper ce domaine expérimental et proposer des expériences aux expérimentateurs. Alors, quelle est la démarche lorsqu'on a un polyèdre convexe? Eh bien, l'idée est de reprendre la dernière publication d'Henri Scheffé en disant on pourrait retenir les coordonnées des sommets et les coordonnées du centre du domaine. Pourquoi? Bien parce que ce sont les points qui, de façon très pragmatique, couvrent le plus l'étendue du domaine expérimental. On ne peut pas faire mieux en termes de répartition. Alors on s'est aperçu que les sommets pouvaient être proches ou parfois très éloignés. Et donc, il peut être utile en particulier lorsqu'il y a des arêtes. Une arête, c'est un lieu géométrique entre deux sommets, une arête qui est longue. Mais il peut être utile de proposer aux expérimentateurs de positionner un essai au milieu de l'arête.
Au même titre, si nous sommes en présence de faces qui ont des surfaces importantes, on peut proposer aux expérimentateurs le point le plus éloigné des sommets, à savoir, par définition, le centre des faces, et pourquoi pas proposer le centre d'hyperface. Donc il y a, comme je le rappelle sur le transparent, il y a dans cette approche une similitude avec la méthode proposée par Henri Scheffé et la méthode du simplex centroïde. Donc la première des choses à faire dans la démarche va consister à calculer les coordonnées des sommets. Alors, je rappelle méthodologiquement comment on va s'y prendre. On va dénombrer le nombre de sous-espaces du polyèdre convexe, c'est-à-dire le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. On va calculer les coordonnées des centres de chacun de ces sous-espaces. On va sélectionner un sous-ensemble de mélange. En effet, vous allez voir que, contrairement au simplex où nous avions un nombre d'essais qui était identique au nombre de coefficients à estimer, on va s'apercevoir ici que le nombre de centres de sous-espaces peut devenir très grand par rapport au nombre de coefficients du modèle polynomial de degré 2. Et donc, il va falloir faire une sélection. Et cette sélection, elle va se faire sur des critères de bon sens, parmi lesquels il y a la distance. Des points qui sont proches ou trop proches seront moins intéressants que des points qui sont plus éloignés. Ensuite, on pourra rajouter éventuellement des points internes situés à mi-distance entre le sommet et le centre, ou les sommets et le centre. Ensuite, il faudra soumettre cette matrice d'expérience à l'expérimentation, puis construire un modèle prédictif d'interpolation. Mais là encore, ces modèles, on a vu comment les construire dans les aspects mathématiques, on a vu comment caractériser leur qualité descriptive et prédictive dans le chapitre consacré aux aspects statistiques, et donc on les mettra en œuvre plus tard dans d'autres films sur des études de cas. Dans ce chapitre, on va se limiter à l'exploration empirique, à la définition d'un maillage adéquat pour estimer les coefficients d'un polynôme de degré 2. Donc tout commence, comme je vous l'ai dit, par la définition des coordonnées des sommets. Et pour illustrer la démarche, j'ai repris un exemple que nous avions vu précédemment. Dans cet exemple, les contraintes inférieures et supérieures explicites qui apparaissent dans le premier système à l'écran définissent un simplex L de hauteur 0,7, un simplex U de hauteur 0,8 et l'étendue de variation autorisée pour chacun des constituants par les experts. Eh bien, toutes ces étendues, 0,4, 0,6, 0,5, sont plus petites que la plus petite des deux dimensions RL, et nous avons donc affaire à un polyèdre convexe. Une façon de connaître la géométrie de ce polyèdre convexe est de le dessiner, parce que nous sommes en présence de trois constituants. On verra dans d'autres films comment construire une maquette en présence de 4 constituants, et puis on verra dans d'autres films encore des formules mathématiques qui permettent de calculer à l'avance le nombre de sommets. Mais ici, dans un chapitre d'initiation, on se limite à 3 constituants et on va visualiser autant que faire se peut les informations que l'on va mettre en œuvre, que l'on va obtenir au fur et à mesure de la mise en œuvre de la méthode. Donc ce polyèdre convexe présente 6 sommets. Et un sommet, comment est-il défini? Il suffit de regarder dans le plan de la figure, il est défini par l'intersection de 2 contraintes. Ceci dit, toutes les intersections de 2 contraintes ne forment pas un sommet du domaine expérimental. Vous voyez qu'il y a des intersections entre 2 contraintes qui n'apparaissent pas dans le plan de la figure, c'est les intersections des contraintes bleues. Il y a des contraintes qui apparaissent dans le plan de la figure, mais qui ne sont pas des sommets du domaine, ce sont les intersections des contraintes rouges, et les sommets du domaine sont définis par l'intersection des contraintes bleues et des contraintes rouges. On voit ici qu'il y a 6 intersections qui vont définir 10 sommets. Et donc, la méthode va consister à calculer toutes les intersections possibles des contraintes de façon à déterminer quelles sont celles qui sont à l'intérieur du système de contraintes et qui formeront donc un sommet du polyèdre convexe, et quelles sont celles qui n'appartiennent pas au polyèdre convexe et donc on ne retiendra pas dans le maillage expérimental.
Alors, comment faire de façon très pragmatique pour calculer toutes ces intersections? Alors, d'une part, il n'y en a pas tant que ça, dès lors que le nombre de constituants, on va le voir, reste petit. La méthode consiste à réaliser initialement autant de tableaux que de constituants. Donc, comme nous avons 3 constituants, on fera 3 tableaux. Ces tableaux sont définis à partir d'un nombre de colonnes égal au nombre de constituants, donc ici 3 constituants, et d'un nombre de lignes égal à 2 puissance Q-1, à savoir ici 2 puissance 3-1, soit 2 puissance 2 égale 4 lignes. Imaginons un instant que nous ayons 5 constituants à étudier. Il sera impossible de dessiner, de matérialiser le domaine expérimental. Il faudra donc faire confiance à ces tableaux. Combien faudra-t-il en réaliser? Il faudra en réaliser 5, et ces tableaux comprendront chacun 2 puissance 5-1, 2 puissance 4 égale 16 lignes. Donc il suffit de faire 5 tableaux de 16 lignes. Si nous avions 6 constituants, qui est un peu la limite de la méthode de McLean-Anderson, vous fabriqueriez 6 tableaux qui n'auraient que 32 lignes. Ces tableaux, il va falloir les remplir, et vous allez voir, ils se remplissent de façon simple. Comment remplir ces tableaux? On va les remplir de telle sorte que l'on puisse faire apparaître les intersections des contraintes, les intersections des traits rouges et des traits bleus que vous avez vus dans le plan de la figure. Eh bien, c'est ce que l'on va faire ici. On va choisir Q-1 colonne. Donc ici, je vais choisir 2 colonnes parmi 3, et je vais remplir ces colonnes à partir de ce qu'on appelle un plan factoriel complet, c'est-à-dire à partir de toutes les combinaisons que je peux faire avec les valeurs inférieures et supérieures des contraintes des 2 constituants considérés. Donc je peux associer L1 à L2, je peux associer L1 à U2, je peux associer U1 à L2 et je peux associer U1 à U2. Et que va-t-on faire ensuite? Eh bien, on va remplacer les valeurs vides de la colonne vide par la valeur qu'il convient de rajouter pour que la contrainte relationnelle, somme de xi égale constante, soit vérifiée. Eh bien, c'est ce que nous allons mettre en œuvre à partir des données de l'exemple. L1 vaut 0,1, L2 vaut 0,1, U1 vaut 0,5, U2 vaut 0,7, et donc on va faire apparaître ces valeurs dans le tableau, c'est ce que vous voyez ici. Une fois que vous avez donc rempli 2 des 3 colonnes, 3 des 4 colonnes en présence de 4 constituants, et ainsi de suite, vous allez à la machine à calculer la valeur qu'il convient de donner à x3 pour que la somme en ligne soit égale à 1. Vous voyez que sur la première ligne, il convient de rajouter la valeur 0,8. Sur la deuxième ligne, la valeur manquante vaut 0,2. Sur la troisième ligne, 0,4. Et sur la dernière ligne, moins 0,2. Comment va-t-on dire si des lignes de ce tableau définissent un sommet? Eh bien, ces lignes définiront un sommet à condition qu'il appartienne au domaine. Donc, à condition que la valeur de x3 soit comprise entre les contraintes inférieures et supérieures autorisées par les experts pour ce constituant. Dans cet exemple, le constituant 3 peut varier entre 10 et 60%. Donc la première ligne, certes, c'est une intersection de contraintes, certes, elle appartient au simplex de hauteur unitaire, mais elle ne forme pas un sommet. Donc la valeur a été coloriée en rouge. Les 2 lignes suivantes, à savoir les lignes 2 et 3, forment des sommets. Pourquoi? Parce que 0,2 et 0,4 sont des proportions, des valeurs de proportion comprises entre 0,1 et 0,6. Et enfin, bien la dernière ligne ne forme pas un sommet. Pourquoi? Parce que cette intersection n'appartient pas au plan de la figure. On voit qu'il s'agit d'intersections de contraintes supérieures dont on avait fait remarquer qu'elles existent, mais elles sont situées en dehors du simplex de hauteur unitaire. Donc ce premier tableau nous permet de générer 2 sommets. Et j'attire votre attention sur le fait qu'au fur et à mesure que l'on va remplir les tableaux, cette méthode peut parfois, ce ne sera pas le cas dans cet exemple, générer des doublons. Et il convient d'y prendre garde de façon à ne retenir qu'une seule fois les sommets qui apparaissent lors de la construction des coordonnées des sommets. Où sont situés ces sommets?
Bien, je rappelle leur définition dans un petit tableau initial à droite de la figure. Le sommet 1 est défini pour une proportion de 10% du constituant 1, donc sur le trait rouge inférieur, pour une proportion x2 de 0,7 et pour une proportion du constituant 3 de 0,2. Donc voilà le constituant 1 et vous voyez apparaître de la même façon le constituant 2. Alors, la méthode nous dit qu'il faut générer Q tableaux, autant de tableaux que de constituants, donc nous allons fabriquer un deuxième tableau. Dans ce deuxième tableau, nous avons retenu les colonnes 1 et 3 pour initier le remplissage de ce tableau. Toujours pareil, à partir d'un plan factoriel complet, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons que l'on peut écrire à l'aide des contraintes inférieures et supérieures qui affectent les variations du premier et du troisième constituant. On remplace donc ces valeurs génériques, L et U, par les valeurs proposées par les experts, dont nous rappelons que nous avons vérifié leur compatibilité, et à la machine à calculer ou avec tout autre moyen, on vient compléter la colonne vide de façon à ce que la somme des proportions soit unitaire. On s'aperçoit ici que sur la dernière ligne, nous obtiendrons un sommet qui est en dehors du domaine. Sur la première ligne de ce tableau, nous obtenons un sommet qui est bien dans le simplex de hauteur unitaire, mais la valeur 0,8 ne respecte pas les contraintes imposées par les experts pour la variation du deuxième constituant, et les lignes intermédiaires de ce tableau sont bien des sommets, puisque les valeurs que vous voyez apparaître en vert, 0,3 et 0,4, appartiennent bien à la plage de variation autorisée par les experts pour ce deuxième constituant. On va immédiatement repérer où sont définis les nouveaux sommets. Eh bien, là encore, le sommet 3 est défini sur la contrainte inférieure et a pour coordonnées 0,1, 0,3, 0,6, et le sommet 4 est situé pour U1 égale 0,5 et pour des valeurs de 0,4 et 0,1 pour les proportions des constituants 2 et 3. Et donc le dernier tableau, puisque nous sommes en présence de 3 constituants, va nous permettre de trouver ici les coordonnées des 2 sommets restants. On va donc remplir avec la même méthode, c'est-à-dire avec un plan factoriel complet, c'est-à-dire avec l'ensemble des combinaisons que l'on peut définir à partir des proportions des constituants et de leurs contraintes inférieures et supérieures. On va ensuite compléter la colonne x1 de façon à ce que la somme des proportions de ce tableau sur chaque ligne soit unitaire. On va se demander si le sommet que l'on vient de définir ou si les intersections que l'on vient de définir correspondent bien à des sommets qui appartiennent au polyèdre convexe. Et ici encore, nous allons rejeter la première et la dernière ligne pour ne conserver que les lignes intermédiaires de ce tableau, en vérifiant au fur et à mesure, et ici c'est facile, que nous n'avons pas de doublons. Donc la démarche méthodologique consiste au fur et à mesure que l'on calcule des coordonnées de sommet, de les consigner dans un tableau. Forcez-vous à cet exercice si vous le faites à la main, de façon à vous assurer, puisque vous recopiez les coordonnées une par une, qu'elles ne sont pas déjà présentes dans le tableau récapitulatif des sommets. Pourquoi? Parce que si on ne s'en aperçoit pas, cela reviendra à faire 2 fois des essais pour un même sommet à un expérimentateur, sans que pour autant ça améliore une quelconque qualité algébrique des matrices. Et par rapport aux expérimentateurs, souvent ils préfèrent faire de nouvelles combinaisons plutôt que de répéter une combinaison déjà existante. On s'aperçoit sur cette figure que les sommets permettent naturellement de définir l'enveloppe du domaine expérimental à partir de ce maillage, mais que le sommet 1 et le sommet 6 vont être proches, alors que le sommet 1 et le sommet 3 vont être plus éloignés. Et donc si on souhaite densifier le maillage, eh bien, il viendrait à l'idée de mailler plutôt l'arête définie par les sommets 1 et 3 par un point ou 2 points intermédiaires par rapport à l'arête définie par les sommets 1 et 6. Alors après avoir calculé les coordonnées des sommets, ce qui permet, en présence d'un petit nombre de constituants, de calculer immédiatement le nombre de sommets sans utiliser de formules complexes. Eh bien, on va immédiatement calculer les coordonnées du centre. Et il serait en effet dommageable de ne pas introduire le centre comme mélange
dans la campagne expérimentale, le point au centre, c'est-à-dire le point le plus éloigné des sommets, aura un rôle non négligeable dans l'appréciation des courbures que peut présenter la surface de réponse. Donc n'hésitez surtout pas, même si les logiciels ne vous le proposent pas spontanément, d'inclure toujours systématiquement le centre du domaine. Alors, comment le calculer ? Bien, puisque l'on dispose des coordonnées des sommets, il suffit d'en faire la moyenne géométrique pour faire apparaître ici à l'écran le point 7 que l'on va matérialiser dans le plan de la figure. Donc dès lors que l'on connaît le tableau des sommets, eh bien, il suffit, avec un outil de calcul, de moyenner colonne par colonne les valeurs des proportions pour obtenir les coordonnées du centre du domaine. Et je le répète, ce point est très très important dans un contexte de modélisation et par la suite d'estimation de qualité prédictive des modèles que vous pourrez faire. Où est-il situé dans notre exemple? Eh bien, le voilà. On voit qu'on commence à densifier le maillage au sein du domaine expérimental. Il est situé au niveau du point 7, représenté par un point noir, dans le plan de la figure. Alors, nous avons atteint la fin de la séquence 3, où on se limite finalement à la méthode de calcul des sommets, et dès qu'on a les coordonnées des sommets, à la définition du centre. Et je vous demande, dans l'exemple de McLean-Anderson, dont nous avons vu à la séquence précédente qu'il s'agissait d'un polyèdre convexe, eh bien je vous demande de calculer les coordonnées des sommets, donc de les dénombrer, et de la même façon, une fois que vous aurez les coordonnées des sommets, de calculer le centre du domaine expérimental. Puis nous avions vu un autre exemple qui concernait le marquage routier. Là encore, seuls 4 constituants varient, donc vous aurez à faire 4 tableaux. Ces tableaux posséderont 4 colonnes. Il est inutile de consigner dans les colonnes des tableaux les constituants qui ne varient pas, puisqu'ils sont constants. Et ces tableaux faisant 4 colonnes, puisqu'il y a 4 constituants, feront chacun 8 lignes. Donc il va falloir fabriquer 4 tableaux de 8 lignes et 4 colonnes. Un tableau fait donc 32 cellules, et ces 32 cellules, vous allez le faire 4 fois. Vous allez remplir avec des plans factoriels complets. Ces plans factoriels complets vont faire apparaître des combinaisons des contraintes inférieures et supérieures, et vous compléterez chaque fois la colonne vide, de telle sorte que la somme des proportions respecte la contrainte relationnelle, qui dans cet exemple, je vous rappelle, n'est pas 1, puisqu'on ne prend que 4 constituants, c'est 1 moins 0,4 moins 0,25 moins 0,02, 2%. Et donc vous dénombrerez ainsi le nombre de sommets, et une fois que vous aurez les coordonnées des sommets dans le tableau récapitulatif, il vous suffira de faire le calcul des coordonnées du centre, qui est la moyenne arithmétique des coordonnées des sommets. Je vous remercie de votre attention pour cette séquence. Je vous invite à faire ces petits exercices de maillage empirique en définissant dans un premier temps les coordonnées des sommets. Et nous allons tout de suite, si vous le voulez bien, aborder la 4e et dernière séquence où l'on va compléter ce premier maillage en incluant par exemple les milieux des arêtes et en proposant ensuite une méthode de sélection. Donc merci encore de votre attention et à tout de suite pour la séquence 4.